Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission Islam. Je suis très ravi de vous présenter ce matin deux émissions, celle de ce matin et celle de la semaine prochaine. Ces deux émissions vont porter sur deux penseurs majeurs de l'Andalousie, de cette Andalousie du XIIe siècle. Pour nous parler de Averroès et de Maïmonide, qui sont ces deux grands penseurs? Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux penseurs, deux philosophes. Ali Ben Makhlouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est Créteil et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. À côté de vous, professeur de philosophie à l'Université de Genève, Maurice Ruben Ayoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi spécialiste de la pensée juive et vous avez produit un certain nombre d'ouvrages que je présenterai à la fin de cette émission, comme Ali Ben Makhlouf, qui a aussi produit des ouvrages, notamment sur Averroès. Alors, avant de venir vers vous, messieurs, pour parler de ces géants de la pensée que sont Averroès et Maïmonide, regardez avec moi ce document préparé par Marie Adik Le Guin. Regardez. Ils sont nés tous les deux au XIIe siècle, sur les bords du Guadalquivir, qui traverse Séville et Cordoue. Deux grands savants andalous, dont l'influence sera décisive sur la pensée du Moyen-Âge. On ne sait plus à imaginer une rencontre entre ces deux hommes pétris de culture grecque, latine et arabe, acquise dans l'une des fastueuses bibliothèques de l'Andalousie musulmane. Le premier, Ibn Rushd, Averroès de son nom latin, naît en 1126. Médecin, juriste, petit-fils du grand cadi, le juge de Cordoue. Le second, Moïse Maïmonide, voit le jour une dizaine d'années plus tard au sein de la famille du rabbin de Cordoue. Son enfance est marquée par la mort de sa mère, Rachel, qui laisse 3 orphelins. En arabe, Maïmonide s'appelle Moussa ibn Maïmoun et en hébreu, Rabbi Moshe ben Maïmoun. Pour faire barrage à la reconquista chrétienne, la dynastie régnante, les Almoravides, appellent à la rescousse des guerriers portés par la vision d'un islam rigoriste, théorisé par le théologien Ibn Tumart. Avec les soldats arrive en 1148 l'intolérance caractéristique de la dynastie almohade. C'est une tragédie pour Cordoue, dont la richesse culturelle et intellectuelle reposait sur le métissage d'une pensée fécondée par la coexistence des 3 monothéismes. La statue d'Averroès commémore de nos jours cette douceur de vivre et ce climat de tolérance. Quelques mètres plus loin, la statue de son contemporain, Maïmonide, rappelle la cohabitation pacifique des communautés. Pour le fils du rabbin, les persécutions almohades marquent le début de 15 années d'errance. La famille, peut-être pour échapper à une conversion forcée à l'islam, s'arrête à Fès, où Maïmonide étudie la médecine et enseigne à la mosquée de la Qarawiyyin. Mais le fanatisme les poursuit. Il faut fuir à nouveau vers Tibériade, vers Jérusalem, pour trouver enfin refuge dans l'Égypte des Fatimides, où Maïmonide, devenu le médecin de la cour de Saladin, a peut-être eu connaissance des travaux d'Averroès. Resté dans l'empire almohade auprès du calife, Averroès est lui aussi devenu médecin à la cour. Il est nommé grand cadi de Séville, puis de Cordoue. Mais ses écrits déplaisent. Il est condamné à l'exil, à Lucena. Grâce et disgrâce se succédant, il meurt à Marrakech, en exil, en 1198. 4 ans plus tard, Maïmonide meurt à son tour, en Égypte. Ainsi s'achève la vie tourmentée de 2 géants de la pensée universelle. Document signé Marie-Annick Le Guin. Alors, messieurs, Ali Ben Makhlouf, d'abord, ce document nous présente le contexte global de ces deux grands philosophes. Mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu, d'abord, de l'Andalousie, cette Andalousie du XIIe siècle. Le XIIe siècle a été un moment particulier dans l'histoire d'Andalousie. Pourquoi ? Disons que déjà c'est un siècle de maturité intellectuelle parce qu'il y a déjà tout le savoir venu d'Orient, de Bagdad notamment, et donc le XIIe siècle est l'équivalent un peu du siècle des Lumières en Europe. Pourquoi ? Parce que le siècle des Lumières arrive après 3 siècles de la Renaissance, 17e, 18e siècle, et là on a le 9, 10e, 11e, 12e siècle, donc c'est un siècle de maturité. C'est aussi un siècle où l'Andalousie s'est mise sous l'égide de 2 paradigmes, cela a été dit tout à l'heure, 2 paradigmes du savoir, la jurisprudence, al-fiqh, et la médecine, très très important. Et nos 2 figures, aussi bien Averroès, Ibn Rushd que Maïmonide, étaient médecins, et je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce point-là. Alors, le temps andalou, c'est le temps de la dynastie musulmane d'Andalousie,
mais une caractéristique de l'époque consistait à dire qu'il y avait aussi un empire musulman de l'autre côté, au Moyen-Orient. Il y avait ces deux pôles de l'islam. Comment ils cohabitaient et comment c'était perçu ? Oui, alors le pouvoir politique était, on pourrait dire, divisé en principautés. C'est-à-dire qu'il y avait le grand empire abbasside d'Orient et puis les Omeyyades suivis après par les Almoravides. C'est des périodes très agitées, aussi bien pour Maïmonide que pour Averroès. Ils ont connu plusieurs dynasties. L'un, ça a été dit, les Almoravides puis les Almohades, l'autre, les Fatimides, aussi bien que les Ayyoubides. Et donc, dans ce moment d'agitation, se pose aussi l'urgence du savoir. Qu'est-ce qu'on va maintenir comme nécessaire, comme un nécessaire de toilette, qu'on va pouvoir transporter partout. Ils étaient à la fois dans l'urgence d'un savoir qui est vital, et aussi le long cours et de ce qu'ils ont reçu comme transmission de leur développement intellectuel et de leur perfectionnement intellectuel. Cette Andalousie, Maurice Ruben Ayoun, qui était une terre de cohabitation, de coexistence, d'entente, je dirais, de toutes les grandes traditions religieuses, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Le XIIe siècle, c'était encore cette cohabitation, cette harmonie ? Oui, tout à fait. Et je voudrais rebondir, comme on dit, sur ce qu'a dit mon collègue Ali. Les Lumières. Je ne voudrais pas me citer moi-même, ça ne se fait pas, mais les Lumières de Cordoue à Berlin. J'ai été l'un des premiers, après le regretté professeur Alexandre Altman de Columbia, aux États-Unis, à parler du passage des Lumières médiévales, comme vous l'avez dit, aux Lumières du XVIIIe siècle et du XIXe, mais surtout du XVIIIe. Et je dois dire que Maïmonide de son côté, Averroès de l'autre, sont en quelque sorte les fondateurs de ce qu'on appelle la théologie rationnelle. C'est-à-dire d'un terme en allemand qu'on n'arrive pas à traduire bien, même s'il est apparemment facile, c'est la Religionsphilosophie. C'est pas la philosophie de la religion, c'est pas la religion de la philosophie, c'est un mixage parfois improbable entre le donné religieux, révélé, d'une part, et le donné spéculatif, philosophique, d'autre part. C'est-à-dire que Maïmonide, contrairement à ses prédécesseurs, était tellement imprégné de l'hellénisme tardif qu'il ne s'est pas contenté de mettre le religieux ici et à côté le philosophique. Il les a compénétrés. Et je pense que c'est là-dedans, à sa manière à lui et à la manière d'Averroès, chacun dans sa tradition, que consiste leur originalité et le côté fructueux, leur fécondité intellectuelle. Le contexte andalou permettait justement cette fusion. Tout à fait, oui, tout à fait. Un mixte de profane et de sacré, très important, parce que le donné révélé est sacré, les textes exégétiques sont sacrés, mais il y a toute cette tradition aristotélicienne, ce grand savoir précisément venu des Grecs. On disait d'ailleurs des Grecs le Kodama, les anciens. On ne les prenait pas pour... Ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, ça veut dire qu'on va se situer dans une chaîne de transmission. Ça, je crois que c'est très, très important. Et précisément pour ce savoir totalement profane, va être, je reprends votre terme, cher Maurice, mixé, et cette Absolument. hybridation, fécondation du profane et du sacré, je crois, est ce qui les distingue vraiment. Pour vous répondre sur ce milieu, cette atmosphère andalouse, c'est bien véritablement cette hybridation du profane et du sacré. Alors, commençons d'abord par... Pardon, allez-y, Ali. Non, pas pardon. Je rebondis encore sur ce qu'a dit mon ami Ali. Ce matin, j'ai quand même un petit peu préparé l'émission, et j'ai vu que dans son traité décisif, Averroès s'en réfère, pour un point particulier, à une sourate 3, verset 7 du Coran, et où il dit, ce qui est quand même la preuve d'une générosité et d'une probité intellectuelle à nul autre pareil, il dit voilà, les Grecs ne sont pas comme nous. Sous-entendu, ce n'est pas des monothéistes, mais ils ont fait des efforts. Donc nous allons voir ce qu'ils ont fait. Si c'est bon, on reprend. Sous-entendu, aucune loi coranique ne nous l'interdit, puisque la vérité témoigne en faveur de la vérité. Si c'est pas très bon, on les excuse et on change. Et ça, c'est quand même jeter les fondements, pas seulement d'un dialogue interreligieux, mais d'un dialogue philosophique pur. Oui, tout à fait. Alors, ces deux grands
c'est des géants de la pensée, à savoir Averroès et Maïmonide, nés tous les deux d'ailleurs à l'ombre des oliviers de Cordoue, au bord de le fameux fleuve Guadalquivir. Oui. Qui était Averroès, Ali Ben Marlouf? Alors Averroès, comme le document le signalait, est d'abord le petit-fils d'un très grand jurisconsulte. Ça, je crois que c'est un enjeu important parce que il fait partie de notre passé, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas au XIIe siècle. Mais si on se place dans le présent que fut ce passé, Averroès, pour les gens pour ses contemporains, c'était Al-Hafid, le petit-fils. Pour nous, c'est le grand philosophe, mais pour les gens du XIIe siècle, c'est-à-dire qu'il était rapporté à cette grande figure de son grand-père, qui était juriste, qui avait déjà commencé une forme de mise en lumière de la foi. Parce que, vous savez, la foi, vous la recevez. Mais qu'est-ce qui va la mettre en activité? C'est l'intellect. Eh bien, cette manière de mettre la foi en mouvement, de la mettre en activité, est une façon de convoquer l'intellect. Donc, 1126, il naît dans ce milieu-là. Lui va précisément étendre son savoir, puisqu'il ne va pas être seulement juge, comme ça a été dit, de Cordoue et de Séville, mais médecin, mais observateur des étoiles, mais commentateur d'Aristote, bien évidemment. Et sa vie, donc on ne sait pas beaucoup de choses, sauf ce que je viens de dire des fonctions principales, très proche de Abou Yaqub Youssouf, du calife almohade qu'il soignait, et en même temps pas homme du tout de cour, parce qu'on dit qu'il s'est arrêté de travailler 2 jours seulement, le jour de son mariage et le jour de la mort de son père. Alors, est-ce qu'il y a une filiation Maïmonide, Averroès? Qui était Maïmonide? Parce qu'on a parlé d'Averroès. Oui. Et Maïmonide, rappelons qu'il est né 9 ans après Averroès. Ils ont vécu le même. Alors, qui était-il? 1138 et pas en 1135. Comment nous le savons? C'est Dov Goiten, Mediterranean Society, qui a exploité les documents de la Guéniza du Caire et qui a trouvé un manuscrit autographe de Maïmonide qui disait en hébreu « Je suis né après tant d'années là, de l'exil, entre telle fête juive et telle autre fête juive », et on a calculé que c'était 1138 et pas 1135, mais c'est pas dramatique. Et il est effectivement mort en 1204. Mais le sujet qu'on a entendu était parfait. C'était un juif, fils. Il est né dans une famille juive et de rabbins, et de grands rabbins. Son père, d'ailleurs, 1 ou 2 fois, il cite respectueusement son père. On a confondu même 2 épîtres, l'une du père, l'autre du fils, parce qu'elle portait sur le même sujet, sur la persécution des Juifs du Yémen. Et cet homme, Maïmonide, avait un but, c'était éclairer l'héritage juif du passé. Et il y a une question qu'on peut se poser sur lui, mais on le fera plus tard, c'est pourquoi avoir légué ce testament philosophique qu'on appelle le Guide des égarés, mais qu'il a écrit en arabe avec des caractères hébraïques et qui était Dalalat al-Hayrin, d'ailleurs il aurait fallu dire le docteur des perplexes. Alors il a voulu rapprocher la religion juive, la révélation, de la spéculation philosophique. Alors comment l'a-t-il fait? Il l'a fait en s'appuyant sur les philosophes arabes, qui étaient pour la plupart des musulmans arabes, mais il y avait aussi des musulmans persans. Alors lui n'était pas un disciple d'Averroès, parce qu'ils étaient trop proches l'un de l'autre et qu'il ne l'avait pas connu. Ils se sont jamais rencontrés. Ils se sont jamais rencontrés. Alors qu'ils auraient pu l'être, puisqu'ils vivaient quasiment... S'ils n'avaient pas été contraints à l'exil, Maïmonide aurait certainement... Oui, tout à fait. Alors, parlons-en justement, parce que tous les deux vont partir. Ils vont connaître un peu les affres, parfois, des gouvernements. C'est Maïmonide surtout qui est parti longtemps, oui, bien sûr. Mais Averroès, alors, quel est l'itinéraire d'Averroès? L'itinéraire, c'est que donc d'abord, comme je l'ai dit, né dans cet univers des juges, il apprend la médecine. Il se met à l'école des philosophes, exactement comme Maïmonide le fera, des philosophes immédiatement andalous qui le précèdent, comme Avimpas, Ibn Bajjah, qui est une figure trop ignorée, on en parlait avec Maurice. Donc effectivement, son socle de jurisconsulte, c'est son grand-père, et c'est le malikisme, bien évidemment, qui est le cadre juridique du Maghreb et de l'Andalousie.
il y a la philosophie venue précisément des Andalous immédiats comme Avant-Passe, mais bien sûr aussi du grand maître de la logique Al-Farabi et la contestation de l'autre voie qui est jugée par Averroès moins rationaliste, qui est celle de Al-Ghazali et de Ibn Sina, parce qu'ils trouvaient qu'ils sont sortis du cadre rigoureux finalement du commentaire d'Aristote. Lui, il est un vrai aristotélicien. Et donc, il va parcourir ainsi son cheminement, partir à Marrakech, revenir, être exilé à Lucena en 1197, gracié en 1198, mort juste après son retour en grâce, et enterré une première fois à Marrakech et remis sur une mule avec, la légende dit, toutes ses œuvres d'un côté et son cadavre de l'autre, sa dépouille de l'autre, et il revient à Cordoue. Il est enterré une seconde fois à Cordoue, et on dit que Ibn Arabi aurait assisté effectivement à son enterrement et aurait improvisé quelques vers de poèmes qui sont une consolation pour ses proches. Voici donc pour Averroès, Maïmonide connaîtra un destin un peu plus dur, Maurice Ruben Ayoun, parce qu'il sera confronté aux affres de l'exil très tôt. Oui, c'est ce qu'avait dit la très bonne présentation initiale, c'est-à-dire que il faut pas oublier que tout ceci relève un peu de la religion des élites. Je m'explique. C'est-à-dire l'approche, pas élitiste, mais savante, éclairée et éclairante des élites qui ne sont pas les hommes du peuple, ni les soldats, ni les politiques. Donc il est obligé, avec son père, sa sœur et son frère, son jeune frère, David, de quitter sa Cordoue natale. Et alors il y a une chose que je ne m'explique pas. Son père, au lieu de mettre l'océan ou la mer Méditerranée entre lui et les fanatiques almohades, il vient à Fès. Pourquoi vient-il à Fès? Il est en contact épistolaire avec le chef de l'académie talmudique qui s'appelait Cohen ibn Shoshan, que d'ailleurs les Almohades vont égorger un samedi matin pour démoraliser la communauté juive et les forcer à se convertir. Et donc Maïmonide et ses parents, enfin son père et la famille, viennent là-bas. Et là, il y a une petite controverse. Est-ce que Maïmonide, en tant que juif, a pu étudier à la Kérouine, à Fès, tout en étant juif? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais quand il partira en Égypte, il y a eu... Bon, il faut bien comprendre que les hommes sont des hommes, hein. Quand vous avez un juif qui est médecin et qui est en plus le médecin confident de la mère du sultan, ça ne vous fait pas que des amis. Ça fait beaucoup d'ennemis même. Ça fait beaucoup d'ennemis. Alors, un spécialiste de l'histoire de la médecine arabe, Ibn Qufti, a dit, ce Maïmonide, il s'était converti à l'islam, et une fois qu'il a quitté l'Andalous, maintenant il est revenu à la religion de ses pères. Le sultan a été d'une intelligence et d'une tolérance incroyable. Il a dit, d'abord, vous n'avez pas de preuves. Et deuxièmement, si cette adhésion a été acquise par la force, elle n'a aucune valeur. Voilà. Ce qui est quand même, à l'époque, cette accusation, c'était un arrêt de mort. C'était un arrêt de mort. Donc, sur place, c'est là qu'il fait preuve d'une fécondité exceptionnelle. En Égypte. En Égypte. Où il finira sa vie, puisqu'il mourra à Faustat. Il était à Faustat, d'ailleurs, moi je l'appelle un peu le sage de Faustat. Qui était d'ailleurs le médecin du calife Fatimide Saladin, donc il sera vraiment... Et d'ailleurs, Averroès aussi était auprès du Abou Yacoub à Marrakech. Et le calife lui a posé des questions, lui a dit, alors, est-ce que vous croyez comme Aristote que le ciel est éternel ou est-ce que et le jeune Averroès dit, je me mis à trembler, car je ne savais pas ce que je devais répondre. Mais en sortant, il dit, il m'a offert un cheval, une pelisse, et il m'a félicité. Et tout ça, c'est grâce à la solidarité d'un vieux médecin qui l'a pris sous soin, qui était Ibn Tufail, Abou Bakr Ibn Tufail. Et tous les deux finiront en exil, l'un à Marrakech, l'autre à Faustat. Le contexte de Marrakech était un peu plus dur que le contexte égyptien. Il a été exilé à Lucena, Lucena d'abord. Après, il est parti à Marrakech. Mais quand il est parti à Marrakech, c'était presque cette fois-ci, on va dire, un exil volontaire. Mais l'exil forcé, c'était Lucena en Andalousie. Après, à Marrakech,
comme c'était quelqu'un qui avait les joies de l'esprit, il n'était pas pris dans un malheur absolu, hein, à Marrakech, d'autant plus qu'on observe très bien le ciel à Marrakech, et toutes les observations qu'il a faites pour critiquer Ptolémée et aller dans le sens d'Aristote, il les a faites à Marrakech. Et effectivement, à Marrakech, il a payé sa dette de vie, il est mort. Oui. Sous le règne almohade. Oui, sous le règne toujours almohade. C'était une dynastie qui a forcé les gens à la conversion ou à l'exil. C'est un bon exemple historique pour dire que ça conduit toujours à l'impasse. C'est pas ainsi qu'il a pu unifier l'Andalousie, parce que la Reconquista marchait bien. N'oublions pas justement que la Reconquista, les chrétiens reprenaient. Alphonse VII a repris Saragosse, Tolède était déjà prise en 1085. Mais déjà, comment dirais-je, quand on regarde l'histoire théologique de l'islam, l'exclusivisme religieux, quoi qu'on en dise, est condamné. Lessing, dans Nathan le Sage, il a une métaphore absolument splendide. Il fait dire à Nathan la phrase suivante, je vous la dis en français. Dieu n'a jamais voulu que tous les arbres de la forêt aient la même écorce. Attention, écorce, ça veut dire que le bois, c'est partout le même. Sous-entendu, la couverture, ce qui s'offre à notre regard, c'est-à-dire la superficie, elle est différente. Mais quand vous creusez, vous tombez sur l'humain qui est partout le même. Et justement, Averroès comme Maïmonide, ce qui justifie leur parallèle, même s'ils ne se sont pas rencontrés, c'est que tous les deux ont évité l'apologétique de la religion. Absolument. Et tous les deux ont orienté leur travail vers la recherche de la vérité. Recherche de la vérité sans apologétique de la religion. Eh bien, ça sera donc notre thème de la semaine prochaine. Juste un mot... L'Andalousie est en train de connaître un chamboulement à cette époque. La Reconquista a commencé. Est-ce que vous expliquez justement le départ de ces deux penseurs par la fin d'une certaine Andalousie? Et ça va prendre du temps. Mais n'oubliez pas 1492. La chute de Grenade. La chute de Grenade. Et puis l'expulsion des Juifs qui étaient là, des musulmans et des Juifs. Alors les musulmans, ça a été pire, puisque c'est là qu'on a ceux qu'on a noyés par milliers. C'était des gens qu'on a finalement pratiquement exterminés. Et c'est vrai que ça avait dans ces fourgons, si je puis dire, le désastre d'environ 2 siècles plus tard. Léon l'Africain, au XVIe siècle, dira la mer Méditerranée était devenue noire de sang. Tellement la Reconquista, effectivement, et Montaigne, et donc je parle de Montaigne et je parle de Léon l'Africain au XVIe siècle, parce que là, maintenant, toute l'histoire est faite de cette Reconquista. Tous les deux indiquent combien, justement, les Juifs étaient promenés sur les bateaux pour complètement prendre tous leurs biens par les armateurs, précisément portugais, et les musulmans ont été effectivement massacrés. Merci beaucoup de nous avoir informés, renseignés, parlé de ces deux grands, immenses penseurs dont vous avez évoqué rapidement, mais quand même de façon assez significative, l'itinéraire. La semaine prochaine, je reviendrai avec vous sur, cette fois-ci, la pensée de ces deux grands philosophes. Pour terminer cette émission, les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission, de vous, Ali Ben Makhlouf, Averroès, vous lui avez consacré un certain nombre d'ouvrages, mais celui-ci est une biographie aux éditions Les Belles Lettres. Maurice Ruben Ayoun, La philosophie juive aux éditions Armand Collin, c'est la 2e édition. Al-Andalouse, l'anthologie, c'est aussi l'art, la culture, la poésie. Cette anthologie montre, je dirais, la fécondation d'une pensée, mais aussi de l'art et de la pensée et de la musique et de la poésie. Cette anthologie andalouse est publiée chez GF Flammarion. Maïmonide Averroès, une correspondance rêvée, c'est-à-dire en fait imaginée, parce qu'elle n'a pas véritablement existé. Ili Gorzilski, présentation par Colette Sirat aux éditions Maisonneuve et La Rose. Dominique Urvois, Averroès, les ambitions d'un intellectuel musulman aux éditions Champ, collection bibliographie. Et de vous, très rapidement, Maurice Ruben Ayoun, le judaïsme, la tradition écrite, la Torah, première partie, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est un programme dans un ensemble qui est parrainé par un homme admirable, qui est un maronite libanais, qui s'appelle le père Maroun Atala, qui a conçu toute cette affaire avec tout le patrimoine syriaque, tout le patrimoine juif et tout le patrimoine musulman. Et il m'a commandé 4 volumes.
la tradition écrite, la tradition orale, l'interprétation philosophique et la pratique religieuse. Le premier tome, première partie, c'est la tradition écrite, la Torah, aux éditions Geithner. Merci infiniment. Avant de vous quitter, voici donc votre rendez-vous hebdomadaire. Raconte-moi l'islam. Cette fois-ci, ça sera donc l'éclairage sur la contribution des Omeyyades dans cette Andalousie. Je vous remercie infiniment. Rendez-vous donc dimanche prochain pour la seconde émission consacrée à Maïmonide et à Averroès. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche, excellente semaine. À dimanche prochain. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Nous poursuivons notre série consacrée à l'épopée d'Al-Andalus, l'Espagne musulmane, sous l'émirat, puis le califat omeyyade entre le 9e et le 10e siècle. Nous allons assister à la naissance et au rayonnement d'une civilisation unique à l'époque médiévale. À l'image de Bagdad, des Abbassides et Byzance de l'Empire chrétien d'Orient, Cordoue, la capitale d'Al-Andalus, devient l'une des plus grandes villes du monde. Sous l'émirat et le califat omeyyade de l'Andalousie, les productions agricoles se développent grâce à des systèmes d'irrigation. De nombreuses activités artisanales font la richesse et la réputation des villes andalouses. La culture musulmane se répand dans toutes les couches de la société. La langue arabe devient la langue commune de tous les habitants d'Al-Andalus, quelle que soit leur religion. Chrétiens, juifs et berbères prennent des noms arabes. Le goût de la littérature, de la poésie et des sciences se répand dans les classes aisées. La bibliothèque du calife Al-Hakam II possédait, dit-on, 400 000 volumes. La puissance du califat omeyyade s'incarne notamment dans l'architecture. La grande mosquée de Cordoue, synthèse de puissance et d'harmonie, initiée par Abd al-Rahman Ier, fondateur de la dynastie, est l'un des plus beaux joyaux de l'art islamique. De même que l'Al-Kazaba de Mérida, une forteresse construite par l'émir Abd al-Rahman II. Le califat produit d'autres chefs-d'œuvre, comme le palais de Madinat al-Zahra, la ville nouvelle créée par Abd al-Rahman III, qui fut la plus grande surface urbaine jamais construite d'un seul tenant dans tout le bassin méditerranéen. Le raffinement de l'art islamique à cette époque apparaît aussi dans les multiples objets qui nous sont parvenus. Cordoue attire de nombreux artistes. En premier lieu, il y a Ziryab, un génie qui a posé les fondements de la musique classique arabe. Né à Mossoul, en Irak, en 789, arrivé à Cordoue en 822 sous le règne d'Abd al-Rahman II, dont il devient l'un des confidents les plus écoutés, Ziryab introduit le luth en Andalousie, instrument auquel il ajoute une 5e corde pour multiplier les possibilités harmoniques. Il compose des centaines de poèmes mélodiques et crée le style dit de la nouba, compositions musicales savantes qui sont jouées encore aujourd'hui. Homme de goût, il introduit à la cour de Cordoue le raffinement vestimentaire de la cour des Abbassides de Bagdad. Il enseigne l'élégance et la courtoisie dans les relations sociales et fait découvrir le jeu d'échecs et le polo. C'est aussi Ziryab qui a initié les Andalous à l'art culinaire de l'Orient, servi dans de la vaisselle raffinée. Ce raffinement et cet art de vivre sont l'expression d'une civilisation caractérisée par le grand esprit de tolérance qui régnait en Andalousie. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine rubrique. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adi